Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche à l'occasion de ce nouveau numéro du JDD qui va recevoir Monsieur Alioune Tine, le fondateur du laboratoire d'idées Africa Jom Center. Merci beaucoup, Monsieur Tine, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, El Hassan. C'est toujours un plaisir de venir ici à ITV, que je connais bien, et dont les patrons et les journalistes, je peux dire que nous avons un compagnonnage qui date de plus de 20-30 ans. Voilà, donc c'est un très grand plaisir d'être là et je profite de l'occasion pour dire aussi bonjour à mon vieil ami Hassan. D'accord, très bien. Hassan. On vous connaît pour votre perspicacité. Ce n'est pas une fleur qu'on vous jette. Sur quel sujet ou quelles grandes idées vous êtes en train de réfléchir ces derniers temps? Écoutez, nous sommes en train de travailler d'abord sur la démocratie en Afrique de l'Ouest. Nous avons déjà sorti ce qu'on peut appeler les maladies, les pathologies, la démocratie en Afrique de l'Ouest. On a déjà fait un grand, comme on dit, diagnostic. Puis ensuite, pour ce qu'on peut appeler la thérapie, nous avons organisé une conférence sous-régionale sur les transitions démocratiques des années 90 à maintenant. Et puis, nous avons fait des propositions très concrètes. La démocratie, elle n'est pas figée. Elle doit être perfectionnée et elle doit être réinventée tout le temps. La démocratie, c'est structurellement des problèmes que nous avons par rapport au contexte politique, technologique, qui font que nous sommes obligés de nous adapter à la situation et effectivement d'inventer aussi la démocratie tout le temps. Et puis nous travaillons également sur la CEDEAO, quand même, qui a beaucoup de problèmes à l'heure actuelle. Et nous sommes en train de préparer les 50 ans de la CEDEAO où nous disons, écoutez, c'est changer ou périr. Ouais. Nous avons vu ce qui s'est passé avec la création de l'AOS. Nous avons vu toutes les pathologies qu'il y a. On va organiser le 18, 19 et 20 une conférence régionale avec d'autres organisations de la société civile comme Africtiviste, comme Tournons la page, comme aussi Wademos, c'est des Ghanéens, et d'autres organisations donc, pour voir comment aussi donner des propositions très concrètes. Mais cette fois quand même, la touche, c'est la participation de la jeunesse. Participation de la jeunesse qui doit s'impliquer également pour participer à ce qu'on peut appeler la construction de la CEDEAO des peuples. Parfait. Voilà. Parfait, très bien. En parlant de démocratie, la démocratie sénégalaise ne devrait pas vous inquiéter pour autant parce qu'il y a des alternances qui se font normalement. Est-ce que le Sénégal reste toujours ce phare démocratique? Le Sénégal est un modèle. C'est un modèle, si vous voulez, parce qu'on a commencé la construction de la démocratie pendant la colonisation. Et c'est une exception parce que c'est le seul pays de l'Afrique francophone qui, en réalité, a connu un processus démocratique au moment où on inventait la démocratie au 19e siècle. Voilà. Donc, depuis l'invention du suffrage universel en 1848, en France, qui est un moment extrêmement important sur la question de l'égalité. Pour voter, au départ, c'était quand même beaucoup d'exclusion. Hein. Les esclaves ne votaient pas, les pauvres ne votaient pas. Et puis maintenant, une voix, un vote égal à une voix. Ça, c'est le suffrage universel à partir de 1848. En 1848, le Sénégal aussi a commencé à voter. 1848 aussi, c'est le moment où les partis politiques sont nés. Ça aussi, c'est une étape extrêmement importante
de la démocratie, parce que c'était le moteur diesel pratiquement de la démocratie. Parce que si vous regardez en 1789, il n'y avait pratiquement pas de vote. Voilà. Même dans la démocratie athénienne, c'était le tirage au sort aussi qui fonctionnait. Donc, est-ce que l'état de la démocratie sénégalaise actuellement vous satisfait? Non, on vit quand même un état de malaise profond de la démocratie. Et je pense que chacun le ressent. Et ça s'explique. Parce que partout à travers le monde, nous vivons quand même des moments de crise de la démocratie représentative. C'est une espèce de démocratie qui, aujourd'hui, va à son terme. Si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, quand même qui sont un peu les champions de la démocratie, ce qui se passe est extrêmement inquiétant. Voilà, pour l'état de droit pratiquement n'existe plus sous Trump. Ce sont maintenant les Américains eux-mêmes qui l'appellent dictateur. Voilà. Si vous allez ailleurs, en Israël aujourd'hui, qui était un des champions de la démocratie, aujourd'hui quand même, les gens parlent de génocide à Gaza. C'est une catastrophe. Et au Sénégal, vous dites qu'il y a un malaise démocratique. Il y a un malaise profond parce qu'il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de violence, même la violence verbale. Les attaques verbales, c'est aussi des pathologies de la démocratie, c'est des dysfonctionnements de la démocratie. Les agressions verbales, que ça vienne de l'opposition ou du pouvoir. Nous devons faire extrêmement attention parce qu'en réalité, la violence, ça réduit la prévisibilité. Ça introduit de l'imprévisibilité dans la démocratie. Et en réalité, la violence, c'est le contraire de la démocratie. Certaines attaques verbales font que nous ne sommes plus en face d'adversaires politiques, mais en face d'ennemis politiques. Et ça, c'est grave. Parce que quand on est des ennemis politiques, ça veut dire qu'on n'appartient plus à la même société. Si nous sommes des ennemis politiques, ça veut dire que nous ne participons plus ensemble à la construction d'un commun. Donc, vous pointez un malaise de la démocratie et pourtant, à l'ouverture du dialogue politique, on vous a entendu dire que c'était un dialogue ou un moment historique en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Je ne sais pas. Au contraire. Au contraire. C'est en réalité, ces dialogues politiques, c'est des moments où on organise la thérapie, où on examine les dysfonctionnements, où l'on examine les pathologies et où on essaye ensemble de construire un commun. Même s'il y a du dissensus, on peut remettre effectivement la chose sur la table et rediscuter. Ça veut dire que quand on dit dialogue, le dialogue ne doit pas s'arrêter parce que c'est le 28, on a clôturé. Non. D'autres, il faut continuer le débat. Il faut un comité de suivi. Il faut reprendre les questions sur lesquelles nous n'avons pas de consensus, les rediscuter, et débattre. Rien que cette présence, ça veut dire ce face-à-face entre les gouvernants et les gouvernés, c'est extrêmement rare. C'est bien qu'ils soient là et qu'on ait des gens qui arrivent, qui disent au président de la République, ça ne marche pas. Il faut être naïf, de mon point de vue, pour penser que une fois qu'on aura fait le grand dialogue, que tout est réglé. Non, au contraire, le dialogue ne peut pas régler tous les problèmes. Il faut quand même qu'on soit réaliste et que, également qu'on sache que, heureusement, c'est comme ça que la démocratie, le débat démocratique continue. Donc, on va continuer, on va faire du suivi, on va essayer d'avoir sur ce quoi on est d'accord, les recommandations, que ça s'applique, c'est très important. Et puis maintenant, pour le reste, qu'on continue la lutte pour que, effectivement, ça avance. Parfait. Vous dites que tout le monde était là, mais tout le monde n'était pas là parce qu'il y avait à côté ce que des opposants ont appelé un contre-dialogue. Vous n'y êtes pas allé, donc vous avez choisi votre camp. Si, j'étais là-bas. Au contre-dialogue? Non, je n'étais pas au contre-dialogue. Non, je parle du contre-dialogue de l'opposition. Pour moi, c'est ça aussi la démocratie. Les gens doivent être libres de dire, écoutez, nous sommes d'accord avec le dialogue. Les gens aussi peuvent dire, nous ne sommes pas d'accord avec le dialogue et nous organisons un contre-dialogue. Ça, c'est la démocratie. Ça, c'est le contrefort de la démocratie. C'est des voies divergentes. Et pourquoi vous n'êtes pas allé?
Je ne suis pas allé parce que moi, je suis quand même fondamentalement, de tout temps, partisan du dialogue politique. D'ailleurs, je le suis tellement que, effectivement, ça me pose des problèmes. On me dit, qu'est-ce qu'il fait avec le dialogue? Mais c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le dialogue. Et en réalité, c'est une façon de dialoguer qu'au même moment, les mêmes personnes disent on n'est pas d'accord avec vous et qu'ils vont là-bas. Il faut prêter attention à ce que ces gens disent. Il faut prêter attention à leurs recommandations. Il faut prêter attention à leur colère. Et puis ne pas les rejeter comme si effectivement c'était des gens qui ne comptaient pas. Je pense que la parole de la minorité, c'est une parole qui fait partie de la démocratie, qui est partie intégrante de la démocratie. Il faut l'intégrer. Je pense que le grand problème que nous avons, nous, c'est l'intolérance par rapport effectivement à la parole de l'autre, par rapport à la critique, par rapport à la dissidence. Il faut considérer que la démocratie, c'est ça aussi. Il y a une démocratie négative, démocratie du non, démocratie du veto. Mais ça fait partie de la démocratie. Parfait. Voilà, on vous a souvent vu jouer le rôle, entre guillemets, de casque bleu entre l'opposition radicale, entre guillemets, et le pouvoir. Est-ce que ce rôle-là, vous le tenez toujours? Écoutez, moi, je ne m'impose pas pour jouer ce rôle-là. Je ne pense même pas que c'est un rôle qui m'est dévolu de façon, comme on dit, automatique ou ordinaire. Non. Généralement, on me dit, mais Alioune, ça ne va pas. Ça peut venir de l'opposition, comme ça peut venir du pouvoir. En réalité, comme on dit, je suis une espèce de régulateur qu'on met en marche. Je ne vais pas dire, écoute, je vais prendre mes trucs. Non. Des fois, c'est l'opposition qui vient me dire, comme en 2021, c'est Cheikh Tidiane Dièye qui est venu me voir dans mon bureau pour me dire, mais Alioune, il faut que tu te lèves, que tu parles à Macky Sall pour qu'il libère Sonko. Et également, c'est comme ça qu'on a commencé les démarches, qu'on a parlé avec tout le monde. Voilà. Maintenant, l'État sénégalais peut le faire, mais d'autres États le font. Ah oui, il y a des chefs d'État qui m'appellent, qui me disent, mais Alioune, nous avons des problèmes. Alors, ils me donnent un billet, j'y vais, je travaille et je reviens. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui m'impose. D'accord. Voilà, voilà comme régulateur, comme médiateur. Je ne suis médiateur de rien. Voilà. Et s'il y a des difficultés et qu'on me dise, mais écoutez, vous pouvez jouer un rôle, mais je viens, je joue mon rôle et puis je retourne à mes travaux, à Afrikajom ou à autre chose. Voilà. Est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi les gens vous sollicitent dans ces cas de figure? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Écoutez, j'ai une vieille expérience quand même. Si vous voulez, de l'analyse des conflits, que ce soit des conflits armés, que ce soit des conflits politiques. J'y travaille depuis très longtemps, depuis les années 90. Donc, j'ai une petite expertise dans l'analyse, de voir les problèmes, de les rendre intelligibles. Quand vous rendez les problèmes intelligibles, c'est que vous avez déjà trouvé des solutions. Et puis faire en sorte que les gens s'écoutent, se parlent. Ça m'est arrivé au Tchad, ça m'est arrivé au Bénin. Et effectivement, c'est à l'appel du président. Nous l'avons fait également en Guinée-Bissau, en Mauritanie, et j'en passe. Maintenant, nous avons même été sollicités pour le Soudan, pour l'Éthiopie et tout. Mais bon, voilà, souvent, c'est parce qu'avec l'âge, on ne peut plus faire ce qu'on faisait. D'accord, très bien. On peut aussi ajouter que vous êtes l'une des rares voix fortes ici au Sénégal. Ça, on peut vous le concéder. Est-ce que vous auriez également des accointances avec le pouvoir en place? Écoute, je m'entends bien avec certains. Le pouvoir, il vient d'arriver. Certains, c'est qui? J'avais d'excellentes relations, et ça, c'est traditionnel. Les pouvoirs qui arrivent, quand tu vas à la conquête du pouvoir, tu es dans l'opposition, tu vas à la conquête du pouvoir. Généralement, vous vous dites, les meilleurs alliés, c'est les organisations de droits de l'homme qui surveillent quand même ce qu'on appelle l'application des libertés fondamentales, les obligations internationales de l'État en matière de droits humains. À partir de ce moment, les droits humains deviennent une arme pour la conquête du pouvoir. Et les organisations de droits de l'humain sont à vos côtés. Mais une fois que vous avez le pouvoir, ça devient des obstacles pour la conservation du pouvoir. Parce qu'en réalité, la conservation du pouvoir vous amène à dire, mais écoutez, on ne va pas être des naïfs si on suit. Et puis ça, je l'ai entendu.
Si vous suivez Alioune, vous allez perdre les élections. Ah oui, j'ai entendu quand même certains le dire. Donc, les logiques de conservation du pouvoir, c'est des logiques, effectivement, qui considèrent les droits humains comme des obstacles, comme des freins, comme des cagoulards, comme des machins. Il y a la diabolisation même, souvent, des organisations de droits de l'homme. Et souvent, c'est très fort, hein. C'est des attaques, des fois, c'est des attaques même physiques pour vous tuer. Ouais. Voilà, parce que la question du pouvoir, c'est une question qu'il faut bien travailler. Maintenant, nous assistons de plus en plus. Vous savez, la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir, c'est ça qui amène la violence chez nous. Comment on peut conquérir le pouvoir de façon pacifique et gagner le pouvoir de façon pacifique? Comment on peut conserver le pouvoir de façon pacifique? En observant les règles, en observant les obligations internationales de l'État. Il me semble que c'est cette balance-là. Il faut qu'on trouve l'équilibre. Et ce n'est pas facile. Et tout, quand même, pour quelqu'un qui a suivi quand même notre pays depuis des années, des dizaines d'années, et puis qui a quand même été impliqué dans les alternances, on peut avoir une idée de ce qui se passe, quels sont les problèmes. Et ces problèmes, ce n'est pas facile. Une fois que vous arrivez au pouvoir, si vous n'avez jamais exercé le pouvoir, il est évident que vous êtes extrêmement prudent. Et puis, sans compter, il y a des gens qui vous disent, mais si vous voulez conserver le pouvoir, voilà ce qu'il faut faire. Moi, de toute façon, tous ceux qui ont pris le pouvoir au départ, on a eu des problèmes avec eux. D'accord, oui, c'est ça. Donc, vous n'avez pas d'acquaintance avec ceux qui sont en place. Nous, notre rôle, ce n'est pas de prendre l'État comme un adversaire. L'État, c'est le partenaire des organisations de la société civile. Il doit travailler en partenariat avec les organisations de la société civile. Je peux dire, par exemple, des exemples concrets sur lesquels les organisations de la société civile peuvent être utiles. Quand l'État a des problèmes et des contentieux avec, par exemple, les organisations, je veux dire, les trusts internationaux, dans le cadre de Woodside, ces gens sont tellement puissants que quand vous avez des contentieux avec eux, vous avez souvent très peu de chances, quand vous êtes un État africain, de gagner. Mais si vous avez des organisations de la société civile à vos côtés, mais ils peuvent vous être extrêmement utiles. Si vous avez la Banque mondiale, le FMI, avec effectivement toutes les contraintes qui pèsent, mais si vous avez les organisations de la société civile, ils vous aident. Donc, il me semble que l'État doit avoir une ouverture pour voir comment, sur des questions essentielles, qui sont des questions de géopolitique, qui sont des questions de géoéconomie. On parle beaucoup plus de géoéconomie maintenant que de géopolitique. Donc, comment faire pour quand même faire front ensemble, travailler ensemble. Je pense que ça, c'est important, parce que j'ai vu ce qui est en train de se passer. C'est quand on est ensemble, quand il y a des défis que le peuple prenne en charge, que des dynamiques sociales sont engagées, collectives, je pense que c'est là où on a le plus de chances d'être entendu et peut-être de gagner certaines batailles. D'accord, très bien. On a aussi relevé que vous avez beaucoup de sympathie, mais à côté, vous ne manquez pas de détracteurs, parce que beaucoup de concitoyens disent ne pas comprendre le rôle que vous jouez et que vous arrivez à souffler souvent le chaud et le froid. Est-ce que le fait que vous ayez beaucoup de détracteurs, est-ce que cela vous atteint? Non, c'est vrai que nous sommes en train quand même de traverser une transition démocratique. Ce n'est pas nous seuls. Vous savez, dans les années 88, 89, 90, avec la chute du mur de Berlin, les droits de l'homme avaient le vent en poupe. Mais il faut dire que en matière économique, le néolibéralisme n'a pas facilité, n'a pas fait en sorte que la démocratie soit attractive. C'est ça qui fait aujourd'hui, ça veut dire que c'est dysfonctionnement. Je dirais même l'anomie démocratique. Parce que, je reviens sur ça, c'est important. On a l'état de droit. On travaille beaucoup sur la question de l'état de droit. Mais nous travaillons peu sur l'état social. Et l'état social, quand je vois
des jeunes qui disent Barza ou Barsac, ça c'est l'effondrement de l'État social. Et ça aussi, c'est, si vous voulez, comme on dit, c'est le néolibéralisme, cet ordre-là. Donc, si la démocratie ne règle pas la question de l'État social, c'est un grand problème. Le chômage des jeunes, c'est un problème. L'extrême pauvreté, c'est un problème. Le fait effectivement que la question de l'égalité ne soit pas réglée, la question des femmes, la question de l'environnement, toutes ces questions-là, ce sont des questions dont on discute très peu. Ça aussi, ça fait partie de la démocratie. D'accord, très bien. Et donc, je reviens sur une définition donnée par Cynthia Fleury. Je pense que c'est important. Oui. C'est que la démocratie et l'état de droit, ça doit construire un citoyen accompli, qui à son tour défend la démocratie et l'état de droit. Si nous n'arrivons pas à construire ce citoyen accompli dans ses droits, dans son bien-être, mais il est évident, c'est extrêmement difficile que ces citoyens, à son tour, défendent l'état de droit. Et ce à quoi on assiste, c'est aujourd'hui aux attaques contre l'état de droit, contre ceux qui défendent l'état de droit, ceux qui défendent les droits humains. Ça, c'est aussi un dysfonctionnement. Ça, c'est une anomie de la démocratie. J'en souffre, bien sûr, je suis un être humain. Personne ne peut dire, écoutez, moi je suis, comment dirais-je, je suis un dur. Non, ça m'atteint très profondément, comme n'importe quel être humain. Mais est-ce que vous avez repéré... J'essaye de résister et de continuer à garder quand même mes convictions. Est-ce que vous avez repéré ce qui vous attaque? Bof, je sais que la question de la conservation du pouvoir, je le sais, j'ai vécu le 23 juin, voilà, c'était les réflexes, c'est même pas l'État. Mais vous avez des partisans qui vous prennent, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, hein, les problèmes de la démocratie représentative, ça veut dire les dysfonctionnements, voilà, ça crée autre chose. Ça veut dire, ça crée ce qu'on appelle de plus en plus le populisme. Le populisme aussi, souvent, investit ce qu'on peut appeler la subjectivité. C'est des gens qui sont humiliés, c'est des gens qui sont indignés, c'est des gens qui sont touchés très profondément. Et également aussi qui provoquent le dégagisme. Tout ça, on est en train de le vivre, pas seulement au Sénégal, mais ailleurs. Et même en Afrique de l'Ouest, des fois, ça amène des dictatures militaires, des gens qui disent, écoute, on en a assez de la démocratie, ce qu'on veut, c'est les dictatures. Ça qu'on voit de plus en plus aussi dans les pays de l'Ouest. Tout ça, c'est en réalité parce que la démocratie n'a pas réglé, si vous voulez, les problèmes, surtout les problèmes économiques et sociaux, des droits économiques et sociaux. Ça, c'est des sources profondes de dysfonctionnement, de conflits et de déchirement. Parfait, très bien. Est-ce que le régime actuel est en train de faire du bon travail? En quoi vous a-t-il impressionné durant cette année et quelques mois d'exercice du pouvoir? Écoutez, nous, on est impressionnés par la quête de transparence. Le Djoub Djoubol Djoubanti, il est évident, il y a très peu de Sénégalais qui peuvent dire nous sommes en désaccord avec le Djoub Djoubol Djoubanti. Mais c'est un idéal. Il faut quand même qu'ils le présentent comme un idéal, parce qu'eux-mêmes, sur la question du Djoub Djoubol Djoubanti, ils ont des problèmes. Donc c'est un processus aussi. C'est une visée. C'est important. Mais également aussi le fait de dire, écoutez, nous allons essayer de régler la question de la reddition des comptes. C'est vrai que ça a été un échec. Mais il faut le faire dans le respect des droits humains. C'est ça que, en réalité, c'est là où nous avons des problèmes depuis longtemps avec les différents régimes. Régler la question de la reddition des comptes, mais avec ce qu'on appelle le respect des obligations internationales de l'État pour un procès équitable. Ça, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, nous, en matière de droits humains, moi personnellement, sur la question de la politique pénale, je pense qu'il faut radicalement changer, si vous voulez, la politique pénale que nous avons héritée des colons qui ne nous considéraient pas comme des êtres humains, ni comme des citoyens. Ils nous considéraient comme des sujets. Et donc, les pratiques
qu'on pouvait observer ici, mais ce n'est pas des pratiques qu'on voyait ailleurs. Donc c'est à nous de respecter la dignité des êtres humains de façon globale. D'accord. Et de faire en sorte que, comme je dis, que la liberté soit la norme, pas la détention. D'accord. Et d'éviter d'humilier. L'humiliation, ça provoque des réactions tout à fait inattendues, des réactions de violence, des réactions de rejet. Il faut qu'on fasse très attention avec l'humiliation. Et ça, je le dis autant vraiment aux représentants de l'État que de l'opposition, que même de la société civile. Voilà. Parce que des fois, il y a des choses qui peuvent nous échapper. D'accord, très bien. Nous reviendrons sur ces choses-là, sur l'humiliation dont vous parlez. Mais y a-t-il une chose ou un domaine dans lequel le travail de l'équipe actuelle vous inquiète? C'est en matière de droits humains. Encore. Et en matière de liberté fondamentale. Je pense qu'ils ont hérité d'une situation extrêmement difficile en matière de droits humains. En matière de démocratie aussi. Parce que quand même, on a vécu des moments où je dis que l'état de droit était hors norme. Voilà. C'est vrai que toutes les normes étaient, si vous voulez, violées pratiquement. Et par des fonctionnaires, de hauts fonctionnaires qui sont là. Prenez l'administration territoriale, ce qu'on a vu pendant cette période, ce n'est pas aussi évident. Ce qu'on a vu avec quand même les forces de sécurité, ce n'est pas toujours évident. Mais en même temps, il faut dire aussi qu'on avait autant ce qu'on appelle usage, je dirais, non conforme à la fois des institutions, qu'un usage également violent, si vous voulez, de la conquête du pouvoir politique. Et ça, là, c'est la pathologie. Et c'est ce que nous avons hérité. Et maintenant, comment régler cette question? Il me semble que ça c'est le problème qui se pose. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Ceux qui viennent d'arriver se disent, bon, écoutez, comment on va jouer avec... C'est ce que j'ai dit, hein, quand vous êtes dans la conservation du pouvoir, c'est pour ça que pratiquement des choses n'ont pas changé depuis Senghor. D'accord, très bien. Voilà. Par exemple, atteinte, je ne sais pas, au chef de l'État. Offense, oui. Offense au chef de l'État. Ouais. Moi, je me rappelle, depuis les années 89, nous luttions contre ça en tant que radeau du temps des Talla Sylla. C'est toute une génération. Hein. Et c'est extrêmement difficile de changer cela. Article 80, c'est difficile. Nous, on appelait ça article anticasseur. C'est une loi anticasseur. On n'arrive pas à changer. La loi, par exemple, la loi de Ousmane Ngom. Ousmane Ngom, c'était parce que nous, c'était au M23, pendant cette période. Voilà. Mais Macky arrive, qui a participé à la lutte du M23 et qui conserve. J'ai dit ça d'ailleurs au ministre de l'Intérieur de l'époque. C'était Abdoulaye Bamba Diallo. Abdoulaye Daouda Diallo. Je lui ai dit, mais attendez, mais on était ensemble. On allait en ville. Très bien. Je dis, bon voilà, ça c'est quand on arrive au pouvoir. On veut conserver les pouvoirs et il y a des lois. Même si c'est des lois iniques, on essaye toujours de les garder parce qu'en réalité, ça nous permet de tenir en main à la fois les dissidents, les opposants. Il me semble qu'il faut quand même qu'on fasse un grand effort pour faire en sorte qu'on ait une république où les gens de l'opposition et du pouvoir se respectent et s'abstiennent des attaques, des agressions, des violences qui ternissent effectivement la démocratie sénégalaise. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils reviennent sur ces choses-là, article 80 ou loi Ousmane Ngom, parce que l'article 80, c'est quand même un bouclier pour le chef de l'État, sinon il est à la portée de tout le monde. Pour la manifestation jusqu'au centre-ville. Offense au chef de l'État. C'est de l'anarchie un peu. Ça vient même de la monarchie. Ouais.
Voilà, que toi, tu as ta légitimité qui vient de Dieu. Les gens ne peuvent pas prononcer. Mais on a dépassé la monarchie. Et puis ensuite, c'était la 4e République. Ouais. La 4e République, le président de la République n'avait pas de pouvoir. Ouais. C'était le président du Conseil et le Premier ministre. On a vécu ça, nous, jusqu'à du temps de Mamadou Dia, qui avait le pouvoir. Très bien. Donc, c'était un peu pour protéger un président sans pouvoir. Mais un président, avec les changements de Senghor, qui a pratiquement tous les pouvoirs, je dis même, vous avez un pouvoir de vie et de mort sur les gens, d'enrichir et d'appauvrir. Un président comme ça, il doit pouvoir supporter, en contrepartie, quand même, quelques désagréments. D'accord, très bien. Il y avait le crime de lèse-majesté. Exactement. Avant. Oui, c'est ça. Donc, je rappelle que nous recevons dans ce numéro à l'ultime qu'on ne présente plus. Il y a une période où vous aviez pointé l'État pastef ou l'État qui se pastifiait. Il y avait le néologisme là. Est-ce que cet état de fait s'est renforcé, s'est aggravé, ou bien est-ce qu'ils ont un peu édulcoré un peu? C'est vrai qu'en réalité, ils sont dans une continuité depuis Senghor. Il y a eu l'État Senghor. Et il faut voir quels sont les traits caractéristiques de cet État et de cette politique clientéliste. Je pense que les Mamadou Diouf, les Momar Koumba Diop, ils l'ont montré en travaillant sur l'État sous Diouf et l'État sous Abdoulaye Wade. Nous-mêmes, on est en train de travailler un peu sur l'État sous Bassirou Diomaye Faye. La continuité, c'est qu'en réalité, vous avez une clientèle politique. Vous avez un État partisan. Quand vous venez, vous avez gagné, vous investissez toutes les institutions. Mais disons qu'à partir de Wade, c'est-à-dire quand on a commencé à avoir les coalitions politiques et qu'il faut donner à chacun un fromage, on a commencé à dire, mais bon, voilà, les postes au plan local, jusqu'au même au niveau de, comme on dit, de la diplomatie, ont distribué. Or, nous revenons sur la question de la démocratie où l'égalité est une valeur extrêmement profonde. À partir de ce moment, quel est le périmètre normal que doit avoir le politique? Et quel est le commun? Ce que nous partageons en commun. Comment tous les Sénégalais peuvent y avoir accès? Il me semble ça, il faut le faire. Il faut le faire tout simplement pour, en ce qui concerne le commun, qu'on prenne les meilleurs. Qu'on prenne les meilleurs Sénégalais. Parce que je dis toujours que le Sénégal, c'est une constellation d'étoiles. Il ne faut vraiment en éteindre aucune. Il faut les utiliser de façon harmonieuse. Et ça, c'est très important. Et il me semble que ça nous manque chaque fois. Chaque fois. Et il est évident que quand Diomaye et Sonko sont venus, la manière dont ils ont gagné, ça veut dire que la plupart de nos rêves et de nos idéaux démocratiques, ils vont les régler. Et moi, j'ai presque sauté au nu quand j'ai entendu Diomaye dire on veut une rupture systémique. J'ai dit mais voilà. Voilà ce qu'on cherchait, la refondation et la rupture systémique. C'est ça qu'on attend d'eux. Ça ne va pas être facile. C'est difficile. Mais il ne faut pas qu'ils donnent l'impression qu'ils font la même chose qu'aux autres. Qu'ils font les choses comme les autres. Il me semble que tout le malaise que nous avons, c'est par rapport à des attentes très fortes, c'est vrai, que nous avons par rapport à cette jeunesse. Parce que moi, chaque fois que je parle, on me dit, mais allez, il faut les accompagner. À l'intérieur comme à l'extérieur. Ouais. Je dis, mais j'accompagne. Hein. Ouais. Moi, je ne fais qu'accompagner. Accompagner, pour moi, c'est en réalité donner une intelligibilité aux choses, aux situations, au contexte, pour effectivement prendre les décisions les meilleures. D'accord, très bien. Donc, si on vous suit bien, ils ont un peu aggravé leur cas. Ils ne prennent que leurs amis, ils ne nomment que leurs partisans. Je pense que ça, c'est ce qu'on a trouvé. C'est ce qu'on a trouvé ici. Ça ne concerne... je veux dire, c'est pas ça la rupture qui était attendue d'eux. La rupture qui est attendue, je pense que ce n'est pas trop tard pour le faire, hein, parce que la question des
appels à candidature, c'est sorti de leur projet. Et il me semble que c'est ça qui permet d'accorder l'égalité dans l'accès à la fonction publique. C'est extrêmement important. Je pense que dans l'accès aussi à certaines opportunités permettre à tous les Sénégalais quand même et qu'on prenne les meilleurs, c'est une très bonne chose. Mais de toute façon, ils n'ont fait qu'un an. Voilà. Donc, il faut que, comme on dit, nous attendons encore, nous espérons encore. Nous ne baissons pas encore les bras. Très bien, mais à leur corps défendant aussi, dans les histoires de nomination, là, il y a un paramètre important qui est la confiance. On ne peut pas attribuer une responsabilité à une personne qu'on ne connaît pas ou à laquelle on n'a pas confiance. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Vous savez qu'il y a des responsabilités politiques. Moi, je dis, il faut qu'on détermine leur périmètre. Ça c'est immanquable. D'accord. Si vous avez votre cabinet, les ministres, c'est le président qui a confiance, ok, d'accord. Mais il faut quand même dire que nous avons un commun aussi. Et ce périmètre-là aussi, il faut le tracer. Pour que le politique ne prenne pas tout. Et qu'on n'oblige pas les gens à se dire, mais pour que je sois nommé, il faut que j'aille faire de la politique. Il ne faut pas s'étonner aussi qu'on ait 300, 400, 500 partis politiques. Parce que aussi, c'est la seule façon de participer à une coalition et d'espérer avoir quand même quelque chose. Maintenant, ce n'est plus le talent qu'on cherche, ce ne sont plus les compétences, etc. Mais je dis, mais écoutez, même mes compétences, si je les ai, pour que ça, effectivement, je les vende, il faut que j'aille faire de la politique. Donc, ce qui fait que la plupart des cadres qui viennent trouvent le moyen de créer un parti politique, alors que le président l'a dit, il n'y a que 12 partis politiques qui sont en règle. D'accord, très bien. Si les politiques règlent ça, il me semble que les gens n'auront pas besoin tout le temps de créer des partis politiques pour avoir accès à des postes. D'accord, voilà, c'est ça. C'était 12 ou 14, je crois. 12 ou 14, voilà. 14, voilà. Très bien. Bon, on va personnaliser un peu. Tout à l'heure, vous avez sorti le mot humiliation. On va parler de Moustapha Diakhaté. Est-ce que vous pensez qu'il a été humilié avec le mandat de dépôt? Parce que moi, je considère que, compte tenu de son âge, sa place n'est pas en prison et tous les services qu'il a rendus au Sénégal, sa place n'est pas là-bas. Vous dites qu'il a été humilié. Moi, je ne dis pas seulement Moustapha Diakhaté. Il y a pas mal de gens qu'on a arrêtés. Voilà. Pour moi, c'est le principe de la politique pénale. Ce n'est pas la personne. C'est la politique pénale de l'État, telle que c'est pratiqué, qui fait qu'en réalité, on a l'impression d'être humilié. Je pense qu'il faut que la reddition des comptes soit pratiquée avec beaucoup de fermeté. Mais il faut le faire dans le respect des droits humains. Il faut le faire aussi, je dirais, dans le respect des obligations internationales de l'État. Si on le fait généralement, et on laisse la justice faire son travail sans qu'il y ait des implications politiques ou politiciennes, je pense que personne n'aura à redire sur cela. Maintenant, je reviens sur Moustapha Diakhaté, c'est une personnalité tout à fait spécifique, un peu à part, avec sa façon de parler, avec ses excès qu'il faut gérer, je peux me dire. Même moi, j'ai été victime d'attaques très violentes, une violence verbale inouïe de la part de Moustapha Diakhaté, qui est quand même mon jeune frère et qui fréquentait la radio tout le temps. Mais ce n'est pas pour une raison. Moi, je condamne ces agressions verbales. Ces agressions verbales, ce n'est pas la démocratie. Que ce soit l'opposition ou le pouvoir, il faut éviter les agressions verbales qui sont des sorties de la démocratie. Je pense que ça, c'est extrêmement important de le dire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas seulement l'opposition. Hein. Le pouvoir le fait. Les jeunes le font. Les militants. Donc, il faut toujours éduquer les militants pour le respect que nous devons aux Sénégalais. Donc, éviter l'humiliation, c'est en réalité ne pas, comme on dit, se réjouir parce que quelqu'un va en prison. Ne pas se réjouir, dire « Ah, il va aller en prison, voilà. » Pour tout ça, c'est parce que nous sommes aussi dans une période qui est une période assez spécifique de notre histoire politique. Nous sortons d'une situation extrêmement difficile. Nous sortons d'une situation où beaucoup de gens qui sont morts, beaucoup de gens qui ont été blessés, qui ont été torturés, attendent que la justice soit réglée. Et ça, il faut le régler.
Il faut le régler de façon équitable. Comment il faut soigner et restituer à ces gens leur dignité, leur humanité, c'est extrêmement important. Et donc, cette justice-là qui est attendue, il faut qu'elle se fasse. Maintenant, le grand problème que nous avons, c'est toujours je suis pour, je suis contre en politique. Et aujourd'hui, on a une espèce de polarisation de la politique telle qu'on dit à la société civile, il faut que vous choisissiez votre camp. Voilà. Moi, je ne choisis pas mon camp. Voilà, nous avons des valeurs, nous avons des normes. Nous essayons, tant que faire se peut, de les suivre. Voilà. Maintenant, les gens peuvent être pour, peuvent être contre. Nous respectons aussi, je veux dire, les positions des gens par rapport à ce que nous avons. Quand ils sont critiquables et que c'est des critiques que nous pouvons considérer comme constructives, mais nous les prenons. D'ailleurs, nous allons sortir bientôt notre, comme on dit, notre canard, hein, si je peux l'appeler ainsi, sous nos guis-guis. Là, on va dire aux gens, mais regardez, lisez nos positions, discutons nos positions, parce que ce ne sont pas des positions qui sont sacrées, ce sont des positions qui peuvent être évoluées et tout, qui peuvent évoluer. Et il me semble que si nous avons un esprit de tolérance vis-à-vis et de respect de l'autre dans notre démocratie, nous pouvons vraiment évoluer et puis aller encore de l'avant. D'accord. Et vous dites, semble-t-il, que à force de jeter des gens en prison, à la longue, vous pouvez vous créer des adversaires voilà, redoutables. Mais écoutez, comme on dit, qu'est-ce qui fait que Diomaye et Sonko soient des héros politiques? Les attaques contre Diomaye, contre Sonko, de les avoir mis en prison, d'avoir mis en prison les leurs, tout ça, quand même, en faisant des victimes, on a fait mais il ne faut plus recommencer cette expérience. Comment faire pour ne pas recommencer l'expérience de 2021 à 2024? Et ça, c'est pour ça que nous insistons pour dire, d'abord, la politique pénale, il faut la changer. Il faut moins humilier, moins vraiment d'indignité quand les gens sont en prison. Beaucoup plus de respect. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des tendances disent que les détenus aussi, ce sont des citoyens comme tout le monde. Ils peuvent voter. Le droit de vote des détenus, ça a été soulevé. Donc, je pense que tous les droits des détenus, il faut les donner. Et puis, en dernière instance, mettre les gens en prison. En dernière instance, il faut les mettre en prison. J'ai failli penser, moi, que vous préconisiez un peu la fermeture de toutes les prisons, parce que vous, les associations des droits de l'homme, c'est la liberté absolue, voire même la licence. C'est pas ça. On ne parce veut que la ni loi, de licence, ni de liberté absolue. D'accord. C'est de dire que les gens qui sont en prison, ce sont des êtres humains. Et effectivement, ils doivent bénéficier des droits humains. Le seul problème, c'est en réalité parce qu'ils sont privés de liberté, la privation de la liberté. Ça, c'est un. Pour dire aussi que priver quelqu'un de sa liberté, c'est quelque chose, quand même, c'est une responsabilité énorme de priver quelqu'un de sa liberté. Il faut qu'on pèse. Et donc, je pense que faire en sorte que, comme on dit, que la liberté soit la norme, ça aussi, c'est une pédagogie qu'il faut faire auprès de notre propre justice et auprès également des autorités politiques de façon globale. Voilà, pour faire en sorte qu'on donne des garanties pour que les gens, franchement, s'il n'y a aucune raison pour qu'ils puissent comparaître libres, qu'ils viennent comparaître libres. Ça, c'est important. Parfait, très bien. Il y a la reddition des comptes, vous l'avez énoncé. C'est l'éternel recommencement de l'histoire, parce qu'à chaque alternance, c'est le même spectacle auquel on assiste, mais la circonstance aggravante, c'est on a vu des ministres ou d'anciens ministres de la République presque qualifiés de truands un peu, entre guillemets, avec les qualifications qu'on a vues. Ça veut dire qu'on a touché le fond, que des ministres de la République qui sont supposés nous protéger, nous défendre, etc., sombrer comme ça dans, même s'il n'y a pas de procès encore, il n'y a pas de jugement, sombrer dans la malgouvernance. Est-ce que
ça vous a inquiété profondément. On a touché le fond, quoi, non? Non, moi je pense que quand nous avons des délinquants en col blanc, il faut les punir. C'est ça la justice. Si nous avons des délinquants à col blanc qui pillent les milliards quand même du pays, tout de même, ce serait irresponsable de ne pas les juger. Mais il faut une justice équitable. C'est ça. Nous ne sommes pas opposés à ce qu'on les juge. Il faut les juger. Il faut les punir. Parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable, effectivement, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des dialyses, vous avez des problèmes. Il paraît que c'est un Sénégalais sur 10. Notre école a des problèmes. Notre université a des problèmes. Des infrastructures, nous avons des problèmes. Donc, ce qui nous appartient à tous, il faut effectivement le protéger. Et la seule façon de le protéger, c'est que ceux qui pillent les dignes de l'État, qu'ils soient punis. Mais on respecte leurs droits humains. C'est tout. En réalité, nous, ce que nous demandons, c'est très simple. Et ça, c'est extrêmement important pour qu'on puisse avoir une société organisée, respectueuse des droits humains et respectueuse également du commun, de ce qui nous appartient à tous. Ah oui, ce qui nous appartient à tous. Il faut que dans la tête de tous, qu'on considère que c'est sacré. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Parce que la démocratie est consubstantielle, pratiquement, à la reddition des comptes. Du temps des Grecs, c'était le tirage au sort. On tire au sort, mais si on vous choisit, immédiatement, on voit et on évalue vos biens. Quand vous partez, on évalue vos biens. Mais si vous avez détourné l'argent du commun, je te dis, du temps de Périclès, 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, mais vous êtes puni. Vous pouvez même être tué. Donc, je pense que c'est ça la démocratie. Mais nous, en tant qu'organisation de droits de l'homme, nous disons seulement, il faut le faire dans le respect. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé avec la CREI. L'État se trouve effectivement à rembourser à des gens. Et toutes les décisions qui ont été prises n'ont pas été, si vous voulez, entérinées au plan international, ni par les Nations Unies ou ailleurs. Et pourtant, moi j'étais le premier quartier au Comité sénégalais des droits de l'homme. J'ai écrit au président pour dire que ça ne va pas. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais à une émission comme ça, le jury du dimanche, avec Mahmoud Ibrakan. Quand il m'a interrogé, j'étais président du Comité sénégalais, j'ai dit non. Ça ne marche pas. Le président Macky Sall m'a dit, mais Alioune, pour le gouvernement d'ici, tu dis. J'ai dit non. Avec la CREI, là, vous allez vers le mur. C'est la même chose pour la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice, vous savez qui est la première victime de la Haute Cour de justice? C'est qui? Mamoudou Dia. Ah ouais. Vous avez qui dénonçait la Haute Cour de justice à l'époque? C'est le procureur général. Le procureur général Ousmane Camara. Qui dénonçait la Haute Cour de justice à l'époque? C'est son avocat. Donc c'est pas un bon tribunal. Mais non, c'est que ça s'est dépassé. C'est totalement forclos. Il faut essayer de trouver une juridiction de la République comme ce qui se fait en France, où, en fait, vous n'impliquez pas dans cette histoire-là les députés. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça devient un tribunal spécifique, ça devient un tribunal politique. C'est ce qui se disait en 1963. Ce n'est pas moi qui l'ai répété. En 1963, allez regarder et écouter ce que disait Ousmane Camara à l'époque. D'accord, très bien. Très bien. Il nous reste quelques minutes encore. Bon, il y a un débat qui a été soulevé, même si le principal concerné n'en a pas parlé, c'est le président Macky Sall, dont le nom est mêlé à une éventuelle candidature à l'ONU. Il y a des réactions ici, notamment la ministre des Affaires étrangères et Mme Mimi Touré, qui ont presque dit zéro chance de succès. Et vous en pensez quoi? Écoutez, moi, tant que je n'ai pas entendu Macky Sall dire, bon, je suis candidat pour être secrétaire général
de l'ONU, écoutez, pour moi, je prends ça pour des spéculations. Jusqu'ici, c'est des rumeurs. Je ne peux pas me prononcer. Mais sur le principe, je peux dire, ce n'est pas la première fois que ça arrive au gouvernement. Hein. Moi, je me rappelle que quand le président Diouf avait été candidat pour être secrétaire général de la francophonie, au départ, le président Wade n'était pas d'accord. Il soutenait Henri Lopez, qui était le candidat congolais. Oui. Mais après, il s'est ravisé. Et il a changé. Donc, même si effectivement les gens, pour le moment, spéculent, bon, peut-être que les gens peuvent changer demain. Mais moi, je ne peux pas me prononcer tant que je n'ai pas entendu Macky Sall dire « Moi, je suis candidat, donc je ne peux pas me prononcer sur la base de rumeurs. Et puis, bon, voilà. D'accord, mais on peut faire un peu de science-fiction. Si jamais il portait sa candidature, l'État sénégalais devrait le soutenir, non? Moi, j'attends vraiment. Je préfère attendre le moment. Quand le moment va arriver, vous aurez vraiment ma position de la façon la plus claire et la façon la plus nette. D'accord. Et comment vous percevez cette hostilité-là envers l'ancien président? Moi, je pense qu'il ne faut jamais oublier le statut. Le statut. C'est quelqu'un qui a représenté l'institution suprême. Pour ça, quand même, il a besoin d'un minimum d'égards. C'est quelqu'un qui a occupé la station suprême. Quel que soit ce qu'il a fait, il a besoin d'un minimum d'égards. Très bien. Est-ce qu'on a vu dans notre sous-région beaucoup de régimes kaki qui sont en train qui ne veulent pas lâcher le pouvoir en tout cas? On a vu le Premier ministre sénégalais se rendre dans quelques-uns de ces pays. C'est pas une faute politique qu'une démocratie qui organise des élections limpides aille serrer la main à des putschistes. Il n'y a pas de problème. Non, je pense que la CEDEAO a demandé au président Diomaye vraiment de faire la médiation avec l'AOS. Il me semble que le président, le premier ministre Ousmane Sonko, mais il est totalement cohérent par rapport à ce qu'on a demandé au président Diomaye. Et compte tenu des relations spécifiques qu'il a, parce que, vous savez, il y a des interviews quand même, où quand on voit Sonko derrière, on a comme la photo de Thomas Sankara, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a des accointances, ça c'est diplomatique. Et sur le plan diplomatique, moi je soutiens totalement vraiment un rapprochement avec les pays de l'AOS. Je pense qu'il faut que les Africains s'unissent. Et compte tenu de leur situation sécuritaire, ils ne peuvent pas organiser des élections. Le climat n'est pas favorable. Moi, je suis contre les dictatures militaires. Si tu me demandes, c'est une impasse. Très bien, très bien. Ça mène vers des impasses. Très bien. Avant de vous quitter, il y a une toute dernière question. C'est Israël-Iran. On ne peut pas ne pas en parler. Ça peut dégénérer. Mais on n'a pas encore entendu l'État central ou la chancellerie ici au Sénégal. Elle est un peu taiseuse sur cette question. Est-ce qu'elle doit prendre position? Est-ce que le Sénégal doit prendre position? Bon, je pense que c'est moi, personnellement, mon soutien, c'est l'Iran. Je ne le cache pas personnellement, en tant que tiers-mondiste. J'estime que il faut plutôt, je vois plutôt le Sénégal dans une position de médiation, si c'est possible. Voilà. Mais moi, personnellement, vraiment, je trouve inadmissible que, bon, eux, ils ont la bombe atomique et ils se disent que l'Iran n'a pas le droit d'avoir la bombe atomique. Moi, je suis contre la prolifération de la bombe atomique, mais disons qu'on a Israël aujourd'hui qui est une espèce qui fait la police, vraiment au Moyen-Orient, et qui est soutenu par les grandes puissances qui se taisent. C'est une agression qui est inadmissible de la part d'Israël. Et l'Iran a le droit, de répondre à une agression inadmissible, à une attaque inadmissible. Et on doit entendre la voix du Sénégal. Bon, moi je ne vais pas pousser le Sénégal dans un sens ou dans l'autre, mais j'estime que
la voix du Sénégal doit être entendue chaque fois qu'il y a des problèmes dans le monde. Parce que c'est une voix qui compte en Afrique. C'est une voix qui compte aussi dans le monde. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président Alioune Tine. L'émission est terminée, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Dami et à Cyril. Salut et bon dimanche à vous tous. Merci.